Je vais vous présenter notre dossier. Je pense que vous avez tous vu à l'entrée. Donc, les nouvelles routes de la soie, pont terrestre mondial, pour en finir avec la géopolitique. C'est un dossier, alors le pour en finir avec la géopolitique était effectivement très, très important, parce que c'est un dossier qui a été conçu avant même que l'on parle en tant que tel des nouvelles routes de la soie. Alors on n'avait pas peut-être cette idée de ce dossier, n'était pas formalisé, mais le concept était déjà là, parce que le concept il est né avec l'Institut Schiller en réalité, et c'est de dire non au choc des civilisations, qui est quand même une doctrine qui a bien forgé les relations internationales depuis plusieurs décennies. Pour le plus grand, je crois que ce que ça a produit a été vraiment très, très, très dommageable pour le monde. Et encore, je suis très gentille en disant ça. Donc, comme je vous disais, ça fait depuis très longtemps que nous défendons cette idée. Le concept n'a pas toujours été formulé de cette manière-là, mais une des sources d'inspiration très fortes, ça a été notamment la philosophie de la conférence de Bandung en 1955, qui a été liée à la décolonisation et à toute la discussion qui se posait de qu'est-ce que ça voulait dire avoir des pays qui soient décolonisés et qui aient une véritable indépendance économique, une véritable souveraineté économique, culturelle, industrielle, agricole, une capacité à l'autosuffisance, et qu'il n'y ait pas cette fausse souveraineté qui, là encore, a marqué quand même les dernières décennies d'une certaine manière, avec, on le voit dans le cas tout à fait parlant de l'Afrique, mais aussi de l'Amérique latine, de pays qui, bon, sur le papier, étaient effectivement totalement libres, souverains, indépendants, mais qui, dans la réalité réelle des faits, ne l'étaient pas du tout. Donc ça a été la réalité sur laquelle nous sommes toujours mobilisés. Et il y a eu certains épisodes, bon, je vais passer rapidement. Il y a eu par exemple la chute du mur de Berlin, qui a été un épisode très très important, parce que à ce moment-là, nous qui avions déjà l'idée que de toute façon la question du développement, chaque pays, chaque individu a droit au développement sous toutes les formes que j'ai énoncées, industrielles, économiques, culturelles, voilà. Enfin, ça c'est de la responsabilité des pays. Donc nous nous sommes toujours battus pour cela. Et quand il y a eu la chute du mur de Berlin, là ça se posait un problème qui était quand même très 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 concret, parce qu'il y avait toutes les nations, les pays satellites de l'URSS qui voilà, sortaient du joug de l'URSS. Et c'était des pays qui étaient dans un état difficile au niveau économique, parce que quand même l'URSS, toutes les ressources allaient principalement pour une vision... c'était l'armée, c'était voilà, les ressources n'allaient pas pour la population. Et nous, ce que nous disions, si on veut que ça se passe bien, eh bien, il faut absolument que les pays occidentaux, là, il y a une excellente occasion pour se mettre ensemble, pour faire une coopération entre la France, entre l'Allemagne, entre tous les pays qui étaient dans la zone la plus développée économiquement et industriellement. Et si on se met ensemble, on va pouvoir proposer un certain nombre de projets pour la modernisation des usines, pour bâtir des routes. Enfin, il y avait énormément de choses à faire, énormément. Et malheureusement, ce projet n'a pas été adopté. Comme vous le savez, à la place de ça, il y a eu la thérapie de choc qui, pour la Russie, a été quelque chose d'absolument épouvantable et qui, notamment, s'est traduit par une baisse de population. Et donc, on a vu ce que ça voulait dire d'un point de vue concret quand on n'avait pas de projet positif qui bâtisse des ponts entre les pays. Donc, à partir de cela, on n'a pas abandonné pour autant notre projet. Nous l'avons redéfini avec l'idée, nous avions appelé ce premier projet le triangle Paris-Berlin-Vienne, tout simplement parce que on s'était dit, voilà, si on prend ces trois capitales, bon, c'était juste, c'était un peu pour définir une zone
Si on prend ces 3 capitales, grosso modo, ça correspond à une zone géographique, de forte densité de population, mais aussi de fort savoir-faire, de qualification, de savoir-faire technologique, de recherche, de capacité d'industrie du futur. Bon. Alors ça, du coup, on a réfléchi, il faut aller plus loin que ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ok, notre projet initial n'a pas été adopté, mais il y a un besoin encore plus grand parce que ce qui a succédé à la chute du mur de Berlin, ça a été les guerres des Balkans, ça a été toute cette période d'instabilité très très grande. Et nous, notre objectif, c'était encore une fois comment combattre cette idée de choc des civilisations et de la guerre de chacun contre tous. Alors, nous avons élaboré l'idée du pont terrestre eurasiatique. C'était de se dire, voilà, puisqu'il y a dans les pays occidentaux, il y a cette concentration de savoir-faire que je vous ai décrit, il se trouve que si on regarde dans le monde, il y a d'autres parties dans le monde qui répondent un petit peu à cela, à leur propre manière, mais il y a le même type de caractéristiques. Et ces pays, c'était en Asie principalement, d'où l'idée qu'il faudrait mettre ces 2 pôles en connexion avec l'idée de corridor de développement. Et à partir de là, l'idée, très naturellement, évidemment, le concept de nouvelle route de la soie est venu très naturellement parce que on connaît ça d'un point de vue historique. Cette connexion entre ces pôles de civilisation, de développement, il a déjà existé historiquement. Et ça, c'était les routes de la soie. Et maintenant, on parlait de nouvelles routes de la soie. Et il se trouve que la fondatrice de l'Institut Schiller, Madame Helga Zepp-Larouche, c'est une dame qui, quand elle était étudiante en journalisme, et l'un de ses premières grandes missions qu'elle a faites, et elle avait 20 ans à l'époque, donc ça nous ramène vers 70, enfin une époque où c'était pas facile d'aller en Chine. Justement, elle a fait elle s'est rendue en Chine. Elle a vu ce qu'était la Chine et elle a toujours eu un intérêt très très grand pour la Chine. Et elle a gardé des contacts. Et très naturellement, dans les années 90, quand l'occasion s'est présentée, elle a été invitée, c'était en 1996, dans une grande conférence qui était organisée sur justement les perspectives de développement. Et il y avait 2 représentants européens qui étaient présents. Il y avait Madame Helga Zepp-Larouche et il y avait Sir Leon Britton, le représentant, le commissaire européen au commerce. Et donc, l'un était en train de dire, voilà, il faudrait absolument aller avec le libre-échange, il faudrait adopter, suivre les pas de ce que font les pays occidentaux. Et Madame Larouche qui disait, écoutez, c'est peut-être pas une très bonne idée, mais par contre, ce que vous devriez envisager, c'est de mettre vos billes, mettre votre argent dans l'investissement dans des choses réelles, les infrastructures, ce qui équipe les pays, l'eau, le transport, la qualification. Et si vous voulez, l'idée a fait son chemin d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'en Chine, il y avait sans doute déjà des gens qui réfléchissaient aussi en ces termes-là. D'une manière ou d'une autre, il y a eu une certaine alchimie qui s'est produite, une certaine convergence qui s'est faite. Et effectivement, c'est une chose qui a été adoptée. Il faut dire aussi, je pense que ça a joué un certain rôle. Il y a eu la crise de 98 qui est passée par là et qui a montré ce qui pouvait se produire avec la vision ultralibérale telle qu'on l'a adoptée dans les pays occidentaux. Donc ça vous donne un petit peu l'historique. En ce qui concerne ce rapport, tout simplement, ce que nous avons à un certain moment, c'était clair qu'il fallait mettre... il n'y avait pas une vision complète. Ce que nous avions fait jusqu'à présent, jusqu'alors, c'était qu'on avait fait des tonnes de conférences. Et c'est pour ça que je trouve totalement impardonnable quand nous avons des gens en France, en Allemagne, aux États-Unis, qui disent « Ah, mais les Chinois ceci, ah, mais les Chinois cela ». Il se trouve qu'en réalité, si vous voulez, ces idées-là, nous les avons présentées depuis plusieurs décennies. Elles étaient disponibles. On a publié des tonnes de documents. On a fait des
tonnes de conférences d'intervention. Donc, elles étaient publiques. On ne les a pas cachées. On a essayé de les divulguer aussi largement que possible. Seulement, voilà, les pays occidentaux ont mis des œillères et un certain nombre de pays n'ont pas mis d'œillères. Certains, malheureusement, n'étaient pas en capacité de reprendre ces idées. Je pense que, par exemple, pour les pays africains, bien évidemment, c'était sans doute assez difficile d'avoir les reins économiques suffisamment solides pour le faire. Pour les pays d'Amérique latine, je pense que c'était le même type de situation. Et il se trouve que la Chine a été intéressée par ces idées. Et je rappelle quand même une chose qui est très importante, c'est que ce modèle économique, il est quand même beaucoup, il doit beaucoup, par exemple, il va puiser dans ce qu'a fait par exemple Franklin Delano Roosevelt avec le New Deal. Il va puiser dans toute l'école économique française, depuis Lafayette, Colbert, Freycinet, ces personnes-là et tout ce qu'a fait De Gaulle lors de la reconstruction d'après-guerre. Donc ce n'est pas des choses qui sont étrangères non plus. Ça ne nous est pas étranger puisque c'est des choses que nous avons fait et qui ont fonctionné. Voyez. Donc, pour revenir au dossier, tout ça, c'est quelque chose qui nous a paru très très important de mettre par écrit, de montrer l'ampleur de ce projet, surtout quand il y a eu l'émergence des BRICS, surtout quand en 2013, l'idée de l'initiative Une ceinture, une route s'est finalisée, s'est formalisée en 2013 au Kazakhstan. Et donc là, ça devenait vraiment urgent d'avoir quelque chose qui montre l'ampleur de ce projet et qui amène aussi toutes nos propositions et qui recense un petit peu aussi ce qui était en train de se faire. Donc ça a été la première version de ce dossier qui a été faite d'abord en anglais en 2014, puis qui a été traduit en chinois, puis qui a été traduit en arabe, puis qui a été traduit en allemand. Et voilà, ce dossier-là, donc, que vous avez ici, c'est la dernière version. C'est donc la version en français qui, du coup, est la plus complète parce que, si vous voulez, il y a toutes sortes de choses. On a pu rectifier, on a pu voir les projets qui se faisaient, ceux qui étaient abandonnés, qui est la plus à jour, du coup. Donc, c'est aussi pas mal de ce point de vue-là. Et entre-temps, toutes les autres versions de ce dossier ont circulé un petit peu partout dans le monde. Il y a vraiment, par exemple, au Moyen-Orient, on a eu l'occasion de remettre ce dossier entre les mains de ministres, je pense au Yémen en particulier, parce que nous avons des gens au Yémen qui prennent ce dossier, voyez, ça, et puis ils font des groupes d'études. Et vous pensez au Yémen, vous vous dites, mais ce petit pays qui est en guerre, qui vit dans une situation absolument intenable. Et là, vous avez des groupes de jeunes qui se réunissent et qui regardent page par page qu'est-ce qu'on peut faire et qui s'en inspirent pour ce qui devrait être fait au Yémen, parce que le Yémen va devoir se reconstruire. Il va bien falloir qu'il y ait la paix un jour dans ce pays. Et la paix, elle ne sera amenée aussi que s'il y a un projet positif. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit exemple. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter là. Et bien évidemment, je ne peux que vous encourager très très fortement à l'acquérir pendant qu'il en reste encore à l'entrée qui est ici. Voilà.